Bonjour à tous, j'ai trouvé un document historique intéressant, Gazette nationale ou Le Moniteur universel du 27 octobre 1798. La date en format révolutionnaire, c'était Sextidie 6 Brumaire en 7 de la République française 1 et indivisible. Politique, Allemagne sur les Illuminés. Il est fort question depuis quelque temps des Illuminés d'Allemagne. Plusieurs princes paraissent les redouter beaucoup. Le roi d'Angleterre, électeur de Hanovre, a fait composer et répandre un ouvrage où l'on dénonce leur association comme ayant le but le plus funeste pour l'ordre social. La plupart des feuilles germaniques annoncent que dans le moment actuel, le gouvernement prussien se livre contre eux à des recherches très sévères. Dans le reste de l'Europe, on a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur les Illuminés ou les sociétés secrètes sans les connaître. Plusieurs écrivains ont gravement débité qu'ils sont des espèces d'enragés dans le projet et de tuer tous les rois de l'Europe pour venger la mort de Jacques Molay, grand maître de l'ordre des Templiers, exécuté à Paris il y a 600 ans sous le règne de Philippe le Bel. Alors petite parenthèse ici, je rappelle que on est 13 ans après la dissolution officielle des Illuminés de Bavière par une loi qui avait été proclamée. Donc c'est intéressant qu'ils disent dans l'article: le gouvernement prussien se livre contre eux à des recherches très sévères. 13 ans après. On sent que de pareilles suppositions ne méritent pas d'être réfutées. Dans les idées de ces écrivains, les Illuminés, qui ne seraient ainsi qu'une filiation de l'ordre des Templiers, doivent toujours avoir des princes parmi eux, leur promettre le souverain pouvoir pour les séduire, leur permettre d'en approcher très près, mais ne pas souffrir qu'ils s'en emparent. Assertion qui peut seulement prouver que ceux par qui elle est avancée ne seront jamais des chefs de parti bien dangereux pour les libertés de leur pays, puisqu'ils ne savent pas qu'un des premiers soins d'un ambitieux, qui a fait quelques progrès, est de détruire ceux qui lui ont ouvert la route et ont marché avec lui. Entre les princes qu'il cite comme membres de cette association, il en est qui vivent encore, tels que le duc de Sudermanie, oncle du roi et ancien régent de Suède. Il en est d'autres qui n'existent plus, comme Philippe d'Orléans. Une erreur grave dans laquelle sont tombés presque tous ceux qui ont voulu faire connaître les Illuminés, c'est qu'ils les ont présentés comme ne formant qu'un seul ordre, quelque nombreuses que soient leurs associations, et cherchant partout à atteindre le même but. Or, il est constant qu'il existe en Allemagne des sociétés secrètes de deux sortes. Les unes travaillent avec un zèle très actif à plonger les hommes dans la superstition. On croit qu'elles ont été fondées par les jésuites qui, depuis la destruction de leur ordre, ont imaginé de le rétablir sous cette forme. Les meneurs ne se bornent point à répandre les préjugés religieux, conduite qui pourrait éloigner les prosélytes loin de les attirer. Mais ils emploient des moyens qu'on a remarqué avoir produit de grands effets dans tous les temps et dans tous les lieux. On en voit beaucoup qui se vantent d'évoquer des esprits, d'explorer l'avenir, d'avoir découvert la médecine universelle et de faire le grand œuvre, etc. Leur but paraît être de soutenir la religion romaine, de l'introduire dans les contrées d'où elle a été bannie, et de régner par elle sur les princes et sur les peuples, comme sur les simples habitants du Paraguay. Les autres sociétés ont été formées pour s'opposer aux premières. Leurs fondateurs se proposaient d'étendre la sphère des connaissances utiles, de les faire parvenir jusqu'à la classe du peuple, et de travailler à améliorer le système des gouvernements et des législations. Elles sont composées d'un grand nombre de membres, pris surtout parmi les négociants, les militaires de second ordre et les étudiants d'université. On prétend qu'elles ne veulent plus attendre de l'effet lent des Lumières les réformes auxquelles elles aspirent, mais qu'elles recherchent à y arriver par des moyens brusques et violents. Quoi qu'il en soit, il est indubitable que, dans le moment actuel, leur influence est beaucoup plus puissante en Allemagne que celle de leurs rivales. Elles sont surtout répandues en Franconie, en Souabe, dans les États autrichiens, les possessions de la maison de Brandebourg, et communiquent par des voies souterraines avec les royaumes du Nord. Si on demandait à celui qui a rédigé cet article son opinion sur ce que veulent et peuvent faire les sociétés secrètes, il répondrait que, dans la lutte qui se prépare en Europe entre le système du gouvernement héréditaire et celui du gouvernement représentatif, elles seront très vraisemblablement d'un grand secours à la cause populaire. Elles sont dirigées par des hommes qui ont beaucoup d'audace et un excessif enthousiasme pour la liberté. Au moyen d'épreuves très rigoureuses, elles n'admettent dans leur sein que ceux qui ont fait preuve de zèle et de courage. Et par une suite du mystère dont elles s'enveloppent, il est fort difficile que les gouvernements puissent parvenir à atteindre leurs membres. Souvent, ils les rencontrent dans les emplois publics et dans les armées sans les reconnaître. La guerre, qu'on peut regarder comme presque inévitable, servira encore les projets des sociétés secrètes.
en occupant la majeure partie des forces militaires des souverains, et les rigueurs de toutes espèces, les vexations, les charges que ce fléau entraîne après lui, exalteront le mécontentement des peuples, ce dont les illuminés ne manqueront pas de profiter. Si l'on veut se convaincre de la puissance de ces sortes d'associations, qu'on lise le rapport fait dans la Chambre des communes du Parlement d'Irlande sur l'insurrection des Irlandais unis, on verra qu'il existait dans cette contrée un véritable gouvernement secret qui faisait lever à volonté les habitants de l'île, imposait des contributions, traitait avec les puissances étrangères, en un mot, rivalisait de pouvoir avec le gouvernement apparent. On a inséré il y a quelque temps dans une feuille anglaise, des Kentish Gazette, un morceau sur les Illuminés. Le journaliste dit l'avoir en sa possession depuis plus de 2 ans et qu'il était envoyé en Angleterre par un illustre personnage qu'il ne nomme pas, mais qu'il prétend être devenu un objet de persécution et de proscription. L'auteur ne paraît pas initié fort avant dans les mystères des Illuminés, puisqu'il ne parle pas de la grande scission qu'il existe entre eux, mais comme son opinion a beaucoup de partisans chez une classe assez nombreuse en Europe, nous avons cru qu'elle pourrait trouver place dans cette feuille. Voici la traduction littérale de cette étrange pièce, dont on trouvera sans doute le style très négligé. Dans le printemps de l'année 1776, il se forma à Ingolstadt, ville de Bavière célèbre pour son université, une société qui dans ses commencements n'était composée que de quelques professeurs de collège et d'étudiants, et semblait être une imitation de l'ordre des francs-maçons, dont il y a plusieurs associations dans d'autres académies d'Allemagne. Le fondateur de la société ci-dessus mentionnée était un nommé Adam Weishaupt, professeur à Ingolstadt, et ses membres furent appelés Illuminés. L'objectif de cette institution était le renversement de la religion chrétienne et des gouvernements existants, ainsi qu'il paraît par une lettre du professeur Weishaupt, écrite en 1778 à M. Zwack, conseiller Aulick, un de ses premiers disciples, dans laquelle il s'exprime ainsi « Vous verrez renaître et s'établir par degrés un nouveau système de morale, d'éducation, de religion. Et si nous continuons comme nous avons commencé, notre pays sera bientôt à nous. Le but de notre ordre est la liberté. » 3 ans s'étaient écoulés avant que l'ordre des Illuminés eût conçu l'idée de s'unir avec celui des francs-maçons, ou que celui-ci eût la moindre connaissance d'une semblable intention. Mais dans le mois de novembre 1778, le conseiller Zwack rencontra l'abbé Marotti à Augsbourg et se fit expliquer tous les secrets de la maçonnerie, jusqu'à ceux qu'on n'apprend que dans les grades écossais. Il informa le professeur Weishaupt d'une si importante acquisition et lui fit sentir la nécessité de joindre leurs efforts pour réunir les 2 ordres, de manière que les premiers grades de la maçonnerie devinssent comme une école préparatoire, un séminaire de l'ordre des Illuminés, mais l'exécution de ce plan fut différée par une suite de l'ignorance où ils étaient des véritables règlements ou de l'institution de l'ordre des francs-maçons. Enfin, ils trouvèrent un homme très propre à servir leur projet. Cet homme était le baron de Knig, membre mécontent de l'ordre des Templiers, lequel ordre est supposé avoir donné la première idée de celui des Illuminés. Le baron de Knig, dégoûté des mystères de la maçonnerie, parce qu'il ne lui avait pas procuré des lumières et des connaissances utiles pour ses recherches et ses expériences en alchimie, et n'avait pas répondu à son attente, était très disposé à embrasser tous les nouveaux plans qu'on pourrait lui proposer. Il était aussi très nécessaire aux Illuminés de se servir de ses connaissances en maçonnerie, dont l'ignorance et l'inexpérience de Weishaupt n'avaient pu leur donner une véritable idée. Les opinions du baron, en religion et en morale, étaient déjà connues. À une grande énergie et à beaucoup d'activités, il joignait de l'éloquence, de la force dans l'expression et le talent de persuader. Il alla en Bavière en 1781, et après avoir bien médité le plan de la réunion de l'ordre des Illuminés avec celui des francs-maçons, dans lequel il s'était fait remarquer par son zèle, il sentit mieux que tout autre la grande importance d'une fusion avec un ordre aussi généralement connu, établi, privilégié et composé de personnes du plus haut rang, comme était celui des francs-maçons. Pendant que Knig était occupé et entièrement absorbé par les soins qu'entraînait l'illustration qu'il voulait donner au nouvel ordre, il éclata contre lui en Bavière en 1784 une violente persécution. Sur la découverte qu'on avait fait des abominables principes de plusieurs membres, tels que Zwack, les comtes Constant, Savioli, etc., ils furent démis de leurs emplois et d'autres se virent obligés de chercher leur sûreté dans la fuite. Weishaupt lui-même quitta Ingolstadt et après avoir parcouru une grande partie de l'Allemagne, il se fixa à Gotha. C'est dans ce lieu où, au milieu du XVIe siècle, avait déjà paru un certain Grumbach qui avait cherché les moyens de renverser la constitution de l'Empire germanique, que Weishaupt trouva un asile. Il y obtint le respectable titre de conseiller aulique et une bonne pension, et y jouit en outre de la faveur du prince.
En 1788, Bode et un autre membre nouvellement initié entreprirent de faire un voyage apostolique à Paris, et dans la société ou loge du contrat social, fondée par l'incrédule de Leutre et par le grand maître de toutes les loges de France, le duc d'Orléans, ils prêchèrent l'évangile des Illuminés, dont l'objet était la destruction de la religion chrétienne et de tous les rangs existants dans la société. Il n'y a aucun doute que cette doctrine n'ait fait la plus grande impression sur les membres de la loge susmentionnée, enthousiastes de la liberté, comme Lafayette, Despréménil, Condorcet, Mirabeau, Fauchet, etc. Car ils formèrent immédiatement dans cette loge un comité politique, lequel en engendra d'autres dans les loges de Paris et celles des villes de province. La semence de cette doctrine ne pouvait manquer de prendre racine, de fleurir au point où nous l'avons vu en 1789, chez un peuple porté à se croire opprimé, et d'ailleurs assez corrompu pour adopter avec facilité les principes de l'irreligion et la fausse politique des philosophes. L'effet de ces principes, si semblables à ceux des Illuminés, a été la destruction de toute religion et de tous les rangs en France, en un mot, le renversement du trône et de l'autel qui a suivi immédiatement. Au moyen de cette association et de cette intimité fraternelle, il était naturel d'attendre que les Jacobins de France trouveraient de nombreux adhérents parmi leurs frères d'Allemagne, et malheureusement, ils étaient trop fondés à le croire. Baumann, Forster, Waadkind, Dorsch, Blau, Metternich, Hoffmann, Stum et un grand nombre d'autres clubistes de Mayence, et membres de cette convention nationale qui était formée dans cette ville, étaient tous de la loge des Illuminés, ainsi que tous les chefs des clubs établis à Spire, Worms, etc. C'était sur l'appui et la coopération de ces frères d'Allemagne que ceux de France comptaient surtout. Lamérène, j'arrive pas à lire, a observé judicieusement que l'Allemagne renferme dans son sein une secte connue seulement jusqu'à ce jour sous le nom d'Illuminés, et qu'il y a parmi ses membres ou adhérents des personnes de la première distinction et même des princes. Les Français ne furent point trompés dans l'attente où ils étaient des secours de leurs frères d'Allemagne pour élever avec plus d'efficacité le temple de l'irréligion et l'anarchie sur les ruines de l'autel et du trône. Pour parvenir à cette fin, on employa, ainsi qu'il avait été avancé par Dumouriez, 30 millions de livres qui furent répandus dans les clubs étrangers et qui, distribués par les comités secrets, suffirent pour se faire des créatures de ceux qui n'auraient pu être entraînés par le fanatisme. Donc, petite parenthèse, il s'agit probablement de la monnaie, livre, pas de livres. Il suffit encore à nourrir les auteurs affamés dont on se servit et à indemniser les libraires des pertes qu'ils éprouvent par suite de la suppression de ces productions séditieuses et des procédures commencées contre eux. D'après cela, il est impossible de nier que la vigilance et l'attention des gouvernements et des magistrats ne soient indispensablement nécessaires pour surveiller les mouvements de ces associations clandestines. L'indolence et l'indifférence qu'on a montrées si longtemps ont été appelées par les Illuminés modération, clémence, tolérance digne de princes grands et éclairés, mais ils voulaient amuser ceux qui étaient assez faibles pour craindre les reproches d'intolérance et de tyrannie. Combien, hélas, ont été abusés par ce sophisme. Maintenant, Dieu en soit loué, les princes commencent à prévoir le danger qui les menace, et à prendre des mesures pour s'en défendre. Jusqu'à présent, celles-ci ont été trop faibles. On a proposé il n'y a pas longtemps, à la Diète de Ratisbonne, d'abolir toutes les sociétés secrètes. Mais la pluralité des suffrages a restreint la suppression à l'ordre des étudiants, ce qui est une nouvelle victoire pour celui des Illuminés qui se trouve, par ce moyen, tacitement toléré. Qui ne voit pas dans cela même une profonde et toute puissante influence ? Il n'y a que des mesures vigoureuses qui puissent éloigner le danger. Des mesures lentes et insuffisantes indiquent de la faiblesse et encouragent l'ennemi. Et jusqu'à ce que ces traîtres envers la religion et l'ordre social qui se trouvent établis en Europe depuis plusieurs siècles aient été atteints dans leur profond retranchement et qu'ils en étaient arrachés, nous devons craindre constamment pour notre religion, notre liberté, notre propriété, notre vie, et nous regarder comme dignes du mépris et de la haine de la postérité la plus reculée. NB. Les principes de cette société ont été recueillis dans la conversation de plusieurs de ses chefs. Ils sont en substance que l'ordre actuel de la société a été fondé et soutenu par l'erreur et l'imposture, que nommément la religion chrétienne est un système dont toutes les ressources se trouvent maintenant épuisées, et que le genre humain est parvenu à un degré de lumière qui ne permet pas qu'il soit dupe plus longtemps de cette religion. Les fondements de l'édifice sont ruinés, ainsi tout ce qui est élevé au-dessus doit naturellement tomber bientôt en poudre et une révolution aura lieu. Le genre humain reviendra au premier état de nature, état de barbarie, puis il passera ensuite à celui d'adolescence, de la maturité et enfin à la vieillesse, époque à laquelle nous sommes maintenant parvenus. Enfin, ceux-là seront les plus heureux qui, convaincus les premiers de ces principes, voudront se précautionner
comme contre le naufrage général. Voilà, c'est la fin de cet extrait de la Gazette nationale du 27 octobre 1798. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.